Bonjour Marine Tondelier, merci d'être avec nous ce matin sur France Info. Merci de votre invitation et bon courage à toutes celles et ceux qui ont passé une chaude nuit et qui vont passer une chaude journée. Justement, on va parler de ces températures caniculaires qui deviennent un sujet politique avec Sébastien Lecornu, le Premier ministre, qui réunit demain une réunion de crise du côté de Matignon pour anticiper les prochaines vagues de chaleur, nous dit-on. Si vous deviez donner un conseil au Premier ministre, ce serait lequel ? Déjà de dire que je suis effarée par la situation de ce mois de mai qui est le plus chaud que la France n'ait jamais connu. On n'a jamais connu une journée aussi chaude au mois de mai de l'histoire des relevés météo que hier. Je suis effarée par la violence des commentaires là maintenant contre les présentateurs météo, comme si c'était de leur faute. On dit la carte est rouge. C'est sûr que si la mettait en bleu, on aurait beaucoup moins chaud. Et puis je suis effarée par le degré d'impréparation du gouvernement qui fait quand même jeudi une réunion dont le thème est, je cite, le point sur la préparation des services de l'État. C'est-à-dire qu'au bout de plusieurs jours de canicule, ils font un point pour se préparer aux prochaines, mais on n'a toujours pas compris ce qu'ils faisaient pour la vague de chaleur. Là, maintenant, c'est assez coupable et assez irresponsable. Le fait d'anticiper les prochaines vagues de chaleur à venir, c'est pas une bonne chose, c'est pas positif, ça ? Alors, ils nous font le coup à chaque vague de chaleur. Je vous rappelle qu'à la dernière, Emmanuel Macron a annoncé solennellement en 2023 qu'il allait rénover 40 000 écoles pour les isoler thermiquement, que ce sera confortable pour nos enfants. La première année, il en a fait 2000. La deuxième année, 2025, il en a fait 65. Ça veut dire qu'à ce rythme-là, nos écoles seront prêtes pour les canicules dans, tenez-vous bien, 3 siècles. Le fonds vert qui servait à adapter un peu la France au changement climatique, son montant a été divisé par 4 en 2 ans. Toutes les économies se fondent sur le dos de l'écologie et après on s'étonne que quand on arrive en pleine vague de chaleur, eh bien la France ne soit pas préparée. Les écologistes font des propositions depuis des années. Là, nous avons mis par exemple sur la table un sujet de congé climatique pour protéger les travailleurs. On sait qu'il y a des étudiants là qui vont passer des examens dans des conditions assez intenables, mais on est dans une impréparation comme souvent dans ce pays. Alors Marine Tondelier, justement, votre proposition, c'est ce congé climatique, vous venez d'en parler. En quoi ça consiste et surtout comment vous le financez ? 5 jours de congé par an en cas de forte chaleur, c'est ça ? Alors, il y a 2 mesures. En fait, il y a le congé climatique, les 5 jours de congé par an, vraiment en cas de grosses inondations, de catastrophes climatiques où techniquement, vous ne pouvez pas aller travailler. Donc ça, ce sont des congés payés. Enfin, aujourd'hui, ils sont bien payés par quelqu'un, soit par l'employeur, soit par la personne qui pose ses congés, qui voulait passer avec ses enfants en vacances l'été. Et donc ça, ce serait des congés payés, c'est-à-dire qu'on socialise le risque, on l'assume ensemble et c'est pas très très cher, parce que ça n'arrive pas non plus tous les 4 matins. Et en cas de forte chaleur, on regrette que dans la législation française, il n'y ait pas de seuil de température à partir duquel on estime qu'on ne peut pas exposer des travailleurs. Vous savez, je reviens d'Espagne, où il y a eu des morts, en fait, dans les exploitations agricoles, sur les chantiers du BTP, des morts de chaleur. Et donc, suite à ça, la ministre de gauche écologiste, qui portait ça depuis longtemps, a mis en place ce congé climatique. Et donc, ça veut dire que, voilà, on protège les travailleurs, qu'on change les horaires de travail, on ne les laisse pas chacun négocier avec leurs employeurs, parce qu'on sait que les employeurs ne sont pas tous de bonne composition. Pardon, mais vous dites que ça ne coûterait pas très très cher. Vous avez estimé à combien ? On sait que le pays est en déficit, que le budget prochain va être très compliqué à boucler, qu'on demande des économies aux Français. Avec tout l'argent qu'on a rendu aux ultra-riches, oui, c'est difficile à boucler. Franchement, comment vous le financez ? C'est quel coût ? On porte depuis très très longtemps un ISF climatique, c'est-à-dire de faire payer les grosses fortunes, mais de les faire payer différemment selon comment ils contribuent ou pas au changement climatique. Aujourd'hui, il y a des ultra-riches, les milliardaires, qui, en 90 minutes, consomment, émettent autant de CO2 qu'un humain moyen dans toute sa vie. Et donc, on peut se dire, c'est OK, ils ont des jets privés, ils ont des super yachts, ils font ce qu'ils veulent. Et à la fin, c'est nous qui assumons tous les conséquences. Donc, nous estimons qu'un ISF climatique doit être mis en place pour faire contribuer les plus riches de ce pays, mais qui sont aussi celles et ceux qui participent le plus au changement climatique. Est-ce que les Français, là... Et ce n'est pas eux qui sont exposés à la fin. Eux, ils ont des maisons très climatisées. Marine Tondelier, est-ce que là, les Français ne demandent pas dans l'immédiat simplement d'avoir des points de fraîcheur, c'est-à-dire bien sûr. Peut-être grâce à la climatisation. Marine Le Pen remet sur le tapis son vaste plan de climatisation. Voilà, est-ce que, alors on imagine bien évidemment que les écologistes sont contre l'instauration généralisée de la climatisation, mais est-ce que c'est pas ça que les Français recherchent ? Parce qu'un ISF climatique, ça va prendre du temps à être mis en place. Moi, je vous explique comment je finance ma mesure, je réponds à votre question. Je n'ai pas dit que je faisais que ça. Mais là, il y a urgence. Je viens de vous donner une mesure pour protéger les étudiants qui sont en examen en ce moment, pour protéger les travailleurs. Et la climatisation, c'est une mauvaise chose ? Je dis, il ne faut pas mentir aux gens. C'est pas vrai qu'on va aller climatiser des logements qui, en plus, ne sont pas isolés, parce que c'est quand même ça le problème. C'est que le gouvernement a aussi sabré dans les aides à la rénovation thermique des logements. Et donc, si vous dites à une famille précaire, ce que fait Marine Le Pen, ma solution, c'est que je vais climatiser votre maison, mais qui va payer la facture ? Quand vous allez climatiser, en fait, les oiseaux, puisque vous n'êtes pas isolés. Donc, il y a une urgence à mettre en place des points de fraîcheur
partout, d'ouvrir des salles de cinéma pour les mamans, pour les enfants, pour les personnes âgées, pour Donc les femmes enceintes en climatisation, c'est priorité. non. La climatisation, J'ai c'est pas non. dit que c'était non. J'ai dit qu'il ne faut pas prétendre généraliser. que c'est une situation, que c'est une solution miracle qui va mettre dans le confort Ouais. tous les Françaises et les Français du jour au lendemain, surtout les plus vulnérables qui habitent dans des logements pas isolés et qui n'auront pas les moyens de payer les factures qui vont grimper. Ça coûte cher quand même la climatisation en termes énergétiques, même si on vous paye le climatiseur. Hier, à votre place sur ce plateau, Édouard Geffray, ministre de l'Éducation nationale, était ici. Il dit que pour le moment, il n'est pas d'actualité de fermer les écoles. On voit les conditions aujourd'hui d'accueil des enfants qui sont très compliquées. Je pense que son ministère est climatisé. Vous pensez que son ministère est climatisé? C'est ce que vous lui répondez? Mais non, mais en fait, à un moment, on ne peut pas avoir des éditorialistes de droite et d'extrême droite dans le confort de plateaux climatisés, avec des ministres qui viennent dire qu'il n'y a pas de problème. Enfin, tout ça est tellement déconnecté de la réalité d'une grande partie du monde du travail que moi, ça me sidère, en fait. Ça me sidère, et donc il y a des pays qui prennent de l'avance. Nous, comme d'habitude, on attend un peu, on ne sait pas trop quoi. Et pendant ce temps-là, les travailleurs sont exposés à des chaleurs qui sont inadmissibles, je le dis. Donc nous sommes de leur côté. Nous avons fait une proposition qui a rencontré un grand écho dans la population auprès des syndicalistes. Et Yolanda Díaz, la ministre espagnole du Travail, qui l'a mis en place déjà, qui l'a expérimenté, testé et approuvé, sera en France à mes côtés dans quelques semaines pour venir travailler là-dessus avec les syndicats et vous convaincre encore plus. Marine Tondelier, on va parler de la présidentielle et j'en viens à ce sondage Odoxa pour 2027 qui prive tous les candidats, en tout cas selon ce sondage de gauche, de second tour. Jean-Luc Mélenchon est à 16%, Raphaël Glucksmann à 11%, vous-même à 4% et Fabien Roussel pour les communistes à 2,5%. Et franchement, est-ce qu'il n'est pas temps là de s'unir quand on voit que tant de candidatures à gauche, vous ne passez pas le second tour? Vous voulez tour. défendre la proposition des écologistes depuis le début. Vous dites, est-ce qu'il n'est pas le temps de s'unir? C'est ce qu'on dit depuis le départ, de manière constante et cohérente, parce que vous le démontrez très bien. Certains peuvent se targuer d'être quelques points devant l'un, devant l'autre, sachant que tout le monde n'est pas candidat au même degré. Il y en a qui sont candidats tout court jusqu'au bout, il y en a qui sont candidats à une primaire, il y en a qui réfléchissent à peut-être l'être. Ce que je vois juste, et vous avez raison, c'est que sans union, il n'y aura pas de deuxième tour et donc pas de victoire pour la gauche et les écologistes. Vous n'êtes pas unis derrière Mélenchon ou Glucksmann, par exemple? Je suis candidate à une primaire et à une méthode de désignation démocratique et commune. Parce que vous savez, pensez vraiment qu'elle aura lieu, cette primaire? Moi, je suis élue depuis 12 ans dans une ville d'extrême droite. Et donc, j'ai peut-être un peu plus de lucidité par rapport à comment ça arrive et par rapport à ce qui arrive après. L'antifascisme, ce n'est pas un concours de rhétorique. Je vois là Raphaël Glucksmann et Jean-Luc Mélenchon s'affronter chacun pour qui est le plus antifasciste que l'autre et qui va mieux combattre le RN, avec un qui, pour l'instant, dans aucun cas ne se qualifie au deuxième tour, et l'autre qui, dans aucun cas, ne le gagne et qui est même le pire candidat possible de deuxième tour. Donc, en fait, le virilisme autour de ces mois qui combien mieux le RN, à un moment, ça suffit. Donc, je le dis, on est dans une chronique d'une défaite à annoncer si ça continue comme ça. Moi, je ne me résigne pas et j'ai la force d'avoir derrière moi un mouvement qui est très vigilant sur ces sujets et qui ne se laissera pas faire. Et donc, je le dis aux uns et aux autres, il est encore temps d'éviter ça. Et nous avons posé une candidature écologiste. Et vous voyez bien que dans la séquence, c'est quand même utile d'avoir des écologistes qui viennent donner des solutions sur vos plateaux télé. Mais nous ne renonçons pas à l'union. Et tout ce que nous pouvons faire. Même si c'est derrière Jean-Luc Mélenchon, qui est en tête dans les sondages pour l'instant. Mais ce n'est pas une question de derrière, c'est une question de comment. Ça ne marche pas comme ça, la politique. Oui, mais l'union, c'est un chemin. C'est pas, venez derrière moi. Ah, tiens, vous n'êtes pas encore là. Ça ne marche pas comme ça. Ouais. Vous voyez bien qu'il faut discuter, il faut laisser les électeurs de gauche surtout choisir. Eux qu'on a privé 2 fois de deuxième tour déjà. Un mot sur cette réunion que vous avez tenue hier au siège des écologistes en présence d'enfants. Vous voulez vous adresser aux enfants, vous voulez créer une assemblée nationale des enfants. Est-ce que aussi l'objectif derrière, c'est pas finalement d'investir davantage les enfants à la chose publique et donc peut-être d'abaisser l'âge légal de vote? À quel âge? Il y a beaucoup de choses à faire. Nous, on a toujours défendu le droit de vote à 16 ans. 16 ans, on peut aller en prison, on ne peut pas voter. C'est quand même un peu étrange, me direz-vous. Et donc, on veut, nous, un pays à hauteur d'enfants. C'est-à-dire un pays où on se préoccupe plus des enfants et on réfléchisse à la chose publique avec eux. On a vu hier, puisqu'on avait cette première réunion avec des 5-15 ans qui ont plein de choses à dire, parfois plus pertinentes que les adultes. Moi, j'ai pris plus de plaisir dans cette réunion-là que dans beaucoup de réunions que je fais avec des politiciens professionnels parce qu'ils ont cette fraîcheur, ils ont des idées, ils ont la motivation et puis ils ont envie que ça marche, quoi. Donc ça, c'est beau. Et ces enfants, c'est notre bien le plus précieux, on doit les protéger. Ça a toujours été le projet des écologistes. Et là, on va les associer à ça, on va leur donner beaucoup la parole dans cette campagne. Et il y a un livret programmatique dédié aux enfants qui sortira au mois de juin. Marine Tondelier, dernière question, le temps file. Vendredi, Assemblée générale de Total. Les Insoumis proposent de nationaliser Total. Et vous, chez les écologistes ? Moi, déjà, je veux taxer leur super profit. Je trouve inadmissible que dans toute l'Europe, on ait des pays qui se lèvent pour le demander. Et en France, on ne demande rien du tout à Total. Non, on donne la Légion d'honneur à son PDG, M. Pouyanné. Ils ont fait 51% de plus de bénéfices au premier trimestre là qu'au premier trimestre de l'année dernière. Ça veut dire que quand vous étiez en train de galérer pour payer votre essence, eux, ils engrangeaient des super profits parce qu'ils vous vendaient au prix de la crise
des barils d'essence C'est des qu'ils avaient profiteurs de achetés, crise. C'est des qu'ils avaient quand profiteurs de même crise, achetés Total. avant la crise. Ce sont des profiteurs de crise. Ah bah oui. Mais il ne faut pas les nationaliser. Mais par contre. rien ne l'interdit par ailleurs. Bon, ils font des profits, c'est comme ça. Dans une crise, il y a des gens qui font plus de profits. Le sujet, c'est de les mettre à contribution de l'effort national à un moment où beaucoup de Françaises et de Français n'arrivent plus à payer leurs factures Mais d'électricité. pas de nationalisation comme le proposent les Insoumis. On est Bah, d'accord. si on y arrive, pourquoi pas, mais je ne pense pas que ce soit aussi simple que ça. Par contre, Total doit comprendre que ce débat, il monte, qu'il y a de plus en plus de gens qui sont favorables. Moi aussi, je suis favorable à ça. Et que s'ils ne font pas d'efforts et si l'État ne les contraint pas, ça finira pas bien, ça c'est sûr. Merci beaucoup Merci à Marine vous. Tondelier. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur France Info TV.